Monsieur Jules Hoffmann, Monsieur Alain Beretz, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, contribuer à resserrer les liens entre le milieu strasbourgeois et des personnalités de notoriété mondiale, faire bénéficier nos chercheurs de leurs conseils et accroître la visibilité internationale du pôle strasbourgeois, tel était le triple objectif que s'était fixé la Société des Amis des Universités en 1990. Participaient à la réunion constitutive de ce programme Messieurs le recteur Pierre Dayon, inspirateur de ce projet, René Géronimus, président de la Société des Amis, les trois présidents des universités de Strasbourg, dont Claude Régnier, présent ici ce soir, Jacques Puy-Martin, président directeur général des Dernières Nouvelles d'Alsace, et Louis Hollander, président de l'Académie de chirurgie. Vous trouverez, rapporté par le professeur Michel Haut, dans le bulletin 68 année 2014 qui vient de paraître, l'historique de cet événement scientifique de caractère prestigieux appelé les Entretiens des universités de Strasbourg, ainsi que la liste des intervenants de 91 à 2014. Vous êtes, Monsieur Jules Hoffmann, le 26e illustre conférencier des Entretiens des universités de l'Académie de Strasbourg, dont le cycle fut initié par François Jacob, prix Nobel de médecine. Permettez-moi, monsieur, de vous exprimer le plaisir qu'est le nôtre ce soir, de vous accueillir dans cet amphithéâtre Jean Cavaillès, récemment rénové, situé à une encablure de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire du CNRS que vous avez dirigé, et de vous remercier de l'honneur que vous nous faites d'avoir accepté de prononcer dans le cadre des Entretiens des universités de l'Académie de Strasbourg une conférence sur le sujet « Les défenses antimicrobiennes des insectes à l'homme », sujet passionnant, toujours d'actualité, dont vos travaux ont apporté la clé des mécanismes de défense et ont, selon les propos de Jean-François Bach, prononcés à l'occasion de sa conférence aux Entretiens des universités de 2012, été les premiers à permettre de disséquer les mécanismes moléculaires et cellulaires de l'immunité innée. Votre réputation internationale, l'intérêt du sujet que vous allez aborder nous valent ce soir un public passionné, avide de vous entendre et de vous rencontrer. Au-delà du cercle fidèle des amis des universités de l'Académie de Strasbourg, nous avons réuni autour de vous ce soir un vaste public, des personnalités régionales, des universitaires, des chercheurs, des médecins, des pharmaciens, biologistes et, ce qui me fait plaisir, il y a des étudiants dans cette salle. J'ai le plaisir de les saluer toutes et tous et de les remercier de leur présence. Je salue tout particulièrement Madame Danielle Hoffmann, Monsieur le ministre Daniel Leffel, Monsieur le consul de Tunisie, Monsieur Jean-Marie Lehne, Monsieur Le Tallec, conseiller général, Monsieur Nicolas Matt, vice-président de la CUS, chargé de l'enseignement supérieur, représentant Monsieur Roland Ries et Monsieur Robert Herman, Monsieur Jeff Logeline, président de l'Amicale des étudiants luxembourgeois. J'adresse tous mes remerciements à l'Université de Strasbourg et à son président Alain Beretz qui ont mis à notre disposition cet amphithéâtre, ses appariteurs et techniciens. Aux Dernières Nouvelles d'Alsace et à son directeur général Francis Hirn pour leur fidèle partenariat, ainsi qu'au tout jeune club des alumni de Strasbourg. À l'issue de la conférence, vous êtes toutes et tous cordialement invités à partager un verre de l'amitié autour du professeur Jules Hoffmann. Des bulletins d'adhésion à la Société des Amis des Universités sont proposés aux personnes souhaitant nous rejoindre et ainsi participer au soutien et à l'attractivité de l'Université de Strasbourg. Je les remercie d'avance pour leur engagement.
Et maintenant, la parole est au professeur Alain Beretz, président de l'Université de Strasbourg, qui va vous présenter le 26e conférencier des entretiens des universités. Merci, Monsieur le Président Beretz. Merci, Monsieur le Président. Je me permets de m'associer aux salutations que vous avez présentées et aussi au plaisir de voir un auditoire aussi nombreux. Et je vais être le plus bref possible parce qu'on ne présente pas Jules Hoffmann, et donc je ne ferai qu'une très brève introduction. Jules Hoffmann est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est aussi professeur à l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg. Il est né au Luxembourg en 1941. Il a fait, et c'est une grande fierté pour nous, toutes ses études universitaires dans notre université, où il a obtenu son doctorat d'État en 1969. Il a fait toute sa carrière de recherche au CNRS, où il est entré en 1964. Son sujet de recherche, il va vous en parler dans un instant, mais il n'est pas dû au hasard, puisque déjà adolescent, Jules Hoffmann courait la campagne luxembourgeoise avec son père, professeur de sciences naturelles, pour répertorier des insectes. Et c'est une passion familiale, en quelque sorte, qui l'a amené à faire sa première publication à l'âge de 17 ans, un article sur les criquets, déjà, les criquets luxembourgeois, certes, mais les criquets, dans une revue que peut-être que les coteurs des index ne connaissent pas, mais une revue prestigieuse maintenant, puisque tu as publié dedans, qui s'appelle les Archives grand-ducales des sciences. Et cette passion, en fait, c'est là qu'est née, je pense, une passion qui, vous le verrez dans un instant, accompagne toujours Jules Hoffmann. Jules Hoffmann, comme l'a dit le président Tempé, a créé et dirigé le laboratoire propre du CNRS, Réponse immunitaire et développement chez les insectes, qui est installé à 2 pas d'ici, juste en face, dans ce qu'on appelle familièrement l'IBMC, où Jules Hoffmann vient encore tous les matins quand il n'est pas à Kyoto ou à New York pour continuer ses travaux. Jules Hoffmann est membre de très nombreuses académies, parmi les plus prestigieuses au monde, la National Academy of Science aux États-Unis, l'Académie Léopoldina en Allemagne, l'Institut grand-ducal du Luxembourg, l'Académie des sciences de Russie, l'Academia Europaea, l'American Academy of Art and Science et bien sûr l'Académie des sciences françaises dont il fut l'un des présidents. Vous le savez aussi, mais on peut rementionner la date plutôt. Le 10 décembre 2011, à Stockholm, il a reçu le prix Nobel de médecine ou physiologie ou médecine, pardon, si je veux respecter le vocabulaire, conjointement avec l'Américain Bruce Beutler et le Canadien Ralph Steinman. Et la même année, il a reçu la médaille d'or du CNRS. Je voudrais, plutôt que de m'attarder sur le CV, souligner peut-être 3 caractéristiques ou 3 grandes qualités plutôt de notre orateur de ce soir. D'abord, je voudrais rappeler qu'il ne s'est pas isolé dans une tour d'ivoire scientifique qui s'offrait à lui en raison de l'exceptionnel niveau de sa recherche, mais qu'il a toujours participé à la vie collective. Je l'ai moi-même connu comme directeur de DEA. Ce n'était pas une sinécure de diriger un DEA, et il l'a fait pendant de nombreuses années. Il a été membre du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Il a présidé l'Académie des sciences, ce qui n'est encore une fois pas juste un poste honoraire, etc., etc. Je dirais vulgairement, il me pardonnera, qu'il a aussi su mettre les mains dans le cambouis, et que ça, c'est quand même le geste de quelqu'un d'impliqué. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que Jules Hoffmann est à la fois est le défenseur et l'illustrateur d'une recherche qui ne peut pas et qui ne doit pas être programmée au départ. Attention, loin de lui l'idée de s'opposer à un retour vers l'industrie, à ce qu'on appelle la valorisation, puisqu'il est lui-même à l'origine de plusieurs start-up. Mais sa carrière, les prix qu'il a reçus, illustrent très clairement le chemin assez tortueux et le chemin exigeant qui va du projet de recherche à son résultat concret. Et ce résultat concret, c'est le prix Nobel, c'est une publication, ou pourquoi pas la création d'une entreprise. Et il le dit souvent, il le dira peut-être mieux que moi tout à l'heure, la création scientifique est une démarche complexe, elle ne relève pas d'une progression linéaire, qui serait programmée à l'avance et qui conduirait à tous les coups de la science fondamentale à des résultats concrets. Une anecdote que Jules Hoffmann cite souvent, c'est que lors de son élection à la présidence de l'Académie des sciences en 2006, il y a un de ses confrères physiciens qui s'est tourné vers lui et qui lui a posé la question suivante: quel type de travail peut-on donc faire sur les insectes
à part développer des insecticides. Et je signale aussi que son laboratoire a failli être fermé 2 fois par les instances qui jugent la recherche, prétextant que là aussi, travailler sur les insectes était assez peu une priorité, qu'il valait mieux travailler sur l'immunité humaine. On voit qu'il y a heureusement que certaines personnes ont eu tort ou que Jules Hoffman a su résister. Et je veux le redire ici, je prends ce prétexte, en ces temps de difficultés budgétaires, Jules Hoffman et le profil, la carrière, mais aussi l'intensité de la conviction de Jules Hoffman nous rappellent que la recherche n'est pas une dépense, mais un investissement, et que la principale monnaie de cet investissement, c'est la confiance à long terme. Et c'est aussi parce qu'il a pu avoir de la confiance à long terme qu'aujourd'hui, Jules Hoffman peut parler devant vous. Le dernier point que je voudrais souligner pour conclure, c'est que, vous le savez, Jules Hoffman ne s'enferme pas dans une réflexion disciplinaire trop étroite. Vous savez en particulier qu'il a été élu à l'Académie française au fauteuil de Jacqueline de Romilly. Il semble que ses pairs, ses confrères, comme on dit à l'Académie, ont certainement voulu accueillir non seulement le grand scientifique, puisqu'il y a une tradition d'avoir un certain nombre de scientifiques expérimentaux à l'Académie française, mais aussi ce qu'il est convenu d'appeler l'honnête homme. Sa culture et aussi, vous le savez, sa grande humanité. J'ai eu le bonheur, le privilège d'assister à son discours de réception, et ce discours que vous retrouvez sur le site de l'Académie, et de ce point de vue, illustre toutes ses qualités. Et je suis sûr que ce soir, il saura aussi vous transmettre un peu de cet enthousiasme, un peu de cette ouverture qui l'ont conduit vers les sommets. Et je voudrais juste citer un petit passage de ce discours qui était consacré à Jacqueline de Romilly. Je cite, « Le désir, le besoin de comprendre est un lien entre toutes les disciplines réunies dans cet institut. » Il parle de l'Institut de France, bien sûr. Et c'est le primum movens de la recherche littéraire comme de la recherche scientifique. Culture et science, nous en sommes tous conscients ici, sont inséparables et non seulement se complètent, mais se fertilisent mutuellement. Tout cela, fin de citation, donc tout cela pour vous dire que Jules Hoffman incarne un certain idéal universitaire et qu'il fait ainsi honneur à son université, l'Université de Strasbourg, et aussi à toute l'université. Et c'est donc avec plaisir, avec reconnaissance, que je lui cède maintenant la parole. Au travail. Quelle pression. Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai encore rien dit. Alors, attendez voir. Nous sommes bons là pour la sono, oui? Mesdames et messieurs, mes chers collègues et chers amis, pour moi, c'est un très grand plaisir d'être ici ce soir, devant cette communauté dans laquelle je vis depuis, bon, on vous a dit combien d'années, ça fait au moins 50 ans que je suis dans le laboratoire ici, et je dois beaucoup à Strasbourg, je dois beaucoup à l'Université de Strasbourg, beaucoup bien sûr aussi au CNRS, et beaucoup à l'ambiance et l'amitié que j'ai trouvée ici en Alsace. Et je suis... Bon, il est vrai, les travaux que nous avons faits ont finalement abouti à des choses qui peuvent paraître intéressantes. Et je voudrais faire maintenant, dans les moments qui sont devant nous, je voudrais vous expliquer un peu comment la démarche que nous avons prise, pourquoi nous avons été dans tel sens, dans tel autre, et vous montrer aussi à quel point, par moment, c'était difficile. Alors, nous avons juste un instant. Monsieur, vous êtes avec moi, là? On va y arriver? Voilà, je vais appuyer là-dessus. Voilà. Alors, toute cette affaire, toute cette histoire a commencé à l'Institut de zoologie, que vous voyez ici. Et à l'Institut de zoologie, j'ai rencontré le professeur Pierre Joly, que certains d'entre vous ont bien connu. Et Pierre Joly, à l'époque, travaillait sur le criquet migrateur. La France était très engagée à l'époque en Afrique du Nord, et le criquet migrateur posait de très grands problèmes au niveau notamment du Niger, de la boucle du Niger. Et on savait que les criquets intervenaient au niveau qu'il y avait un contrôle endocrine qui était à l'origine de leur déplacement massif. Et M. Joly s'intéressait au contrôle endocrine et neuroendocrine du développement de la reproduction du criquet.
Alors, tout à l'heure, effectivement, comme l'a dit Alain Beretz, on me pose souvent la question, et ce n'était pas seulement plus fort. Oui, mais c'est peut-être vous qui pouvez gérer un peu le son, non? Je peux parler plus fort, mais on va vous gérer ça. Merci beaucoup. Voilà, vous m'entendez mieux? Bon, je suis navré. Je ne vais pas recommencer, mais enfin... donc, ce que je voulais, comme l'a raconté tout à l'heure Alain Beretz, effectivement, beaucoup de gens se posent la question pourquoi est-ce qu'on travaille sur les insectes, à part éventuellement, comme M. Joly, sur le contrôle des criquets migrateurs. Laissez-moi vous rappeler que les insectes représentent 80% de toutes les espèces animales sur notre Terre actuellement. 80%. Ils démolissent le tiers des récoltes humaines tous les ans, et d'autre part, ils mettent le tiers, et probablement plus, de l'humanité en situation de risque de maladie, de transmission de maladies, dont beaucoup, comme vous le savez, sont mortels. Le nombre de personnes qui meurent de la suite d'infections transmises par les insectes se compte actuellement encore en millions. Et les insectes eux-mêmes sont attaqués par différents micro-organismes, donc les champignons, les bactéries, virus, protozoaires, etc. Mais nous savions, de par les travaux de l'équipe Joly et par d'autres travaux, particulièrement en Angleterre, qu'ils sont très résistants aux infections. Donc en fait, nous étions en présence d'un groupe extrêmement répandu sur Terre, qui avait un rôle important dans l'économie humaine et qui souffrait d'infections, mais qui était très résistant. Alors la question, comme il a été dit tout à l'heure, c'est une question de curiosité. Quels sont les mécanismes qui expliquent que les insectes sont aussi résistants aux infections? Alors, il y avait eu des études au préalable dans ce domaine, et notamment Metchnikoff avait trouvé, à la fin du siècle précédent, avait trouvé que la phagocytose jouait un rôle important en englobant des bactéries, en les démolissant. Et à côté de lui, un peu plus tard, à Lyon, un scientifique du nom de Payot avait trouvé que les insectes qui étaient blessés produisaient des choses qui étaient à activité antimicrobienne dans leur corps. Mais ces travaux n'ont pas été poursuivis. Et quand nous avons commencé les travaux, donc avec M. Joly, qui était mon patron de thèse, on s'est penché sur les questions, on s'est posé la question, est-ce que la phagocytose joue un rôle? Est-ce qu'il y a des substances antimicrobiennes? Et comment ces différents aspects peuvent-ils interagir entre eux? Alors, je reprends Locusta migratoria. J'ai fait mon travail de thèse sur les criquets. Nous avons trouvé qu'il y avait une phagocytose spectaculaire et j'ai étudié l'origine de ces cellules. Et c'est avec Aimé Porte, à l'Institut de physiologie, que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Je garde un excellent souvenir de cette période. Aimé Porte est mort malheureusement relativement jeune, mais je lui dois beaucoup au niveau de ma formation de biologiste. Et donc, il s'est avéré que chez les criquets, nous n'avions pas de produits de type antibactérien induit, et nous avons passé alors à de grandes mouches. Vous voyez ici la mouche Califora, sur laquelle on travaille dans le laboratoire pour d'autres raisons, pour le contrôle de la mue par l'Egdison. Et par la suite, donc à l'époque, pour isoler des substances actives, nous avions besoin de beaucoup de matériel, et ce n'est que plus tard que nous avons pu passer à la drosophile. Et à la drosophile, donc dans ce cas, nous avons pu bénéficier alors de toute la génétique de cet organisme. Voilà pour l'introduction. Alors, je voudrais dire que, donc, au niveau du laboratoire, les premières substances antimicrobiennes que nous avons trouvées, c'était chez la mouche que je vous ai montré il y a un instant. Je vais très brièvement, je serai très simple dans mon exposé, j'essaierai de l'être. Donc, nous avons trouvé, c'était avec Daniel, qui est avec nous ce soir, nous avons trouvé d'abord la diptéricine, qui est une molécule, nous avons trouvé, c'est-à-dire nous avons pu mettre en évidence la présence de cette molécule, la séquencer, et ensuite montrer que cette molécule est active contre des bactéries à Gram négatif. Et une autre molécule que nous avons trouvée à cette période est une molécule que nous avons appelée la défensine, dont la structure est montrée ici. Nous avons à l'époque aussi, avec l'aide des chimistes strasbourgeois, pu établir la structure tridimensionnelle de cette molécule. Et elle, par contre, est active sur des germes à Gram positif. Alors,
nous avons, à partir de ces données-là, nous nous sommes adressés donc à la drosophile, toujours avec l'espoir de pouvoir utiliser, dans ce cas-là, la génétique et la biologie moléculaire, bien entendu, mais la génétique moléculaire. Et je vous montre ici une expérience de base très simple, où on pique une mouche, alors ici c'est une drosophile, donc une mouche à vinaigre, mouche de vinaigre, on la pique avec une aiguille qui a été d'abord plongée dans une culture microbienne, et on détermine ainsi une sorte d'infection, et au bout de certains laps de temps, on prélève le sang et on regarde avec un test d'inhibition tout simple qu'on apprenait à l'époque en travaux pratiques. Ici, on regardait s'il y avait une activité antimicrobienne, et vous voyez qu'effectivement, dans les insectes contrôle, il n'y a pas d'activité antimicrobienne, alors que dans ceux qui ont reçu une injection de bactéries, on a trouvé une forte induction d'une telle activité. Partant de là, nous avons posé 3 questions. Premièrement, donc chez la drosophile à l'époque, aucune molécule n'avait été identifiée. Quelle est la nature des molécules effectrices? Nous pensions évidemment que ce seraient des peptides, puisque nous avions trouvé déjà chez la grande mouche, et que d'autre part, un laboratoire à Stockholm, dirigé par Hans Baumann, avait trouvé chez les papillons, les pubs diaposantes de papillons, avaient trouvé l'induction de peptides antimicrobiens. Deuxième question, si effectivement chez la drosophile nous sommes en présence de peptides antimicrobiens, comment les gènes qui codent pour ces peptides sont-ils exprimés? Quel est le contrôle d'expression? Et la troisième question était, comment l'insecte se rend-il compte qu'il y a une agression microbienne et est-ce qu'il peut discriminer entre différents microbes? Donc vous voyez, nous sommes partis, là, je résume maintenant cette partie-là, nous sommes partis d'une question qui était motivée par la curiosité, où nous ne voyons aucune possibilité directe d'application. Je dirais même que nous étions à l'époque convaincus avec M. Joly que ce que nous trouverions serait totalement différent de ce qui existe chez les mammifères. Alors, je vais vous prendre maintenant, je vais vous amener à travers ces questions et d'abord répondre à la question, quelles sont les molécules induites cette fois-ci chez la drosophile? Alors, nous avons pu montrer, d'autres également à ce moment-là, que chez les insectes, c'est le corps gras, les cellules du corps gras, qui sont le site de la production des substances antimicrobiennes. Le corps gras est l'équivalent du foie humain chez l'insecte. Nous avons identifié successivement 4 molécules qui sont montrées ici, les noms ne jouent pas d'importance, ne sont pas importants pour nous ce soir, qui sont actives sur des germes, des bactéries à Gram négatifs. Nous avons trouvé une autre molécule, appelée défensine, j'en ai déjà parlé, qui est l'homologue de celle que nous avions trouvée initialement chez la grande mouche, qui est active sur les germes à Gram positif, et finalement une molécule que nous avons appelée Mechnikovine. Nous avions à l'époque un postdoc russe au laboratoire, et Mechnikovine qui est active sur les champignons. Alors, à partir de ce moment-là, la question des peptides antimicrobiens a pris une grande résonance, pas seulement à cause de nos travaux y contribuaient, et des chercheurs américains ont essayé de trouver, chercher si chez l'homme il y avait des molécules semblables, et effectivement, au bout de quelques années, on s'est rendu compte, les premières molécules étaient trouvées chez les lapins, on s'est rendu compte que nous produisons des quantités très importantes de peptides antimicrobiens qui sont globalement du même type que celles que produisent les insectes et donc nous les produisons, comme c'est indiqué ici, dans tout ce qui est le contact avec l'extérieur. C'est-à-dire on produit sur notre peau, on estime que nous produisons, chacun d'entre nous produit de l'ordre de 10 grammes de ces substances par jour, et qui s'opposent donc aux microbes. Et vous allez dans le système urogénital, dans le tube digestif, au niveau de l'intestin, etc. Nous produisons de grandes quantités de tels peptides. C'est notre première ligne de défense. Alors, les peptides antimicrobiens sont également produits chez les plantes en grande quantité. Donc, je résume ce que nous avons appris, nous et la communauté. Ils sont présents chez tous les organismes animaux et végétaux. J'ai marqué. Leur rôle primordial est au niveau des surfaces de contact avec le milieu extérieur. Ils tuent les microbes en déstabilisant la structure de leur membrane. D'autre part, depuis quelque temps, on se rend compte que la situation est plus compliquée et beaucoup de ces molécules jouent, en plus du rôle antimicrobien, jouent un rôle de messager. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon médical, les chémokines ou les cytokines. Ceci étant, donc la question a été évoquée au moment où nous avions ces résultats.
Nous étions soutenus à ce moment-là par Ron Poulenc, qui existait encore. Et donc Ron Poulenc cherchait à trouver des substances actives de protection, disons, pour différents types de maladies de plantes, notamment sur le tabac. Et l'une de nos molécules, dont je parlerai dans un instant, était très active contre ces maladies chez le tabac. Et alors, nous avions, à l'époque, nous avons pensé qu'on devrait pouvoir faire quelque chose, soutenu par Ron Poulenc initialement. Nous avons mis sur pied une entreprise que nous avions appelée Entomed. Et donc, cette entreprise a effectivement réussi à faire toute une série, à isoler de très nombreux peptides antimicrobiens à partir d'insectes et à faire des analogues, notamment des analogues qui étaient actifs contre des germes qui sont résistants à la vancomycine ou à la méticilline. Nous pensions à ce moment-là que l'affaire était réussie. Malheureusement, le problème est que ces peptides, il y a quelques-uns de ces peptides qui ont, si vous voulez, un intérêt dans la mesure où donc nous pensions à une thérapie intraveineuse, et donc il y a des activités protéasiques très fortes, donc il faut prendre des molécules qui sont résistantes à la dégradation des protéases. Et les molécules que nous en avions une, et leur synthèse était malheureusement trop chère. Il y avait 4 ponts disulfure, et donc les investisseurs qui avaient déjà mis à cette époque près de 25 millions d'euros dans l'entreprise avaient calculé, à plusieurs, mais ils avaient calculé qu'il fallait $600 à l'époque par jour pour un traitement. Alors $600 par jour, si vous avez passé par une transfusion, vous avez une transplantation de moelle osseuse, $600, ce n'est pas beaucoup, mais manifestement, ces molécules n'étaient pas des blockbusters, comme disent les pharmaciens ou les pharmacologues ou les entrepreneurs, n'étaient pas des blockbusters, et l'affaire s'est arrêtée là. Je dois dire que, pour nous défendre, que notre projet prévoyait d'exprimer ces molécules dans le plan du tabac en les intégrant le gène dans le virus de la mosaïque du tabac. On a fait l'essai avec Ron Poulenc et ça a très bien marché. À ce moment-là, les investisseurs nous ont dit « Mais quelles seront les mères qui accepteront qu'on injecte à leurs enfants des produits qui viennent de plantes génétiquement modifiées, etc. » Puis ils ont dit « Ça fera trop de procès. » Et l'affaire s'est arrêtée là. Alors, avec regret, maintenant on ne sait pas. Maintenant nous sommes en contact avec des Chinois, ils sont peut-être plus courageux, et on arrivera peut-être à reprendre ça un jour. Et il faut aussi rajouter à cela, ce que j'ai oublié de dire, que ces molécules sont quand même actives à des concentrations très élevées. Et ce qui est aussi donc ce qui explique qu'il fallait des quantités importantes et que c'était cher. Alors je passe à la deuxième question. Comment les gènes qui codent pour ces peptides sont-ils exprimés? Quel est le contrôle de leur expression? Alors, je suis obligé d'introduire maintenant une notion dont vous n'êtes peut-être pas très familiers tous dans l'auditoire, c'est la notion de NF-κB. Mais je vais le faire de façon assez simple. Cette NF-κB, vous savez que tous les gènes, il y a la séquence du gène qui code pour la protéine, mais tous ont un contrôle de l'expression. Et ce contrôle est fait par ce qu'on appelle un transactivateur. Et c'est en général de grandes protéines qui vont se fixer sur l'adresse du gène et ensuite augmenter l'expression, enfin contrôler l'expression de ce gène. Alors, nous avons commencé avec le gène de la diptéricine. Et quand nous avons codé ce gène, nous avons trouvé que dans les séquences d'adressage, les séquences promotrices de la séquence codante du gène, il y avait des sites qu'on appelle des sites de fixation NF-κB. Et je vous expliquerai dans un instant. Donc NF-κB, l'origine est facteur nucléaire, κB, le facteur a été découvert par David Baltimore, que nous voyons ici. Par David Baltimore en 1986, il a été découvert dans des gènes d'immunoglobuline, les chaînes légères kappa des immunoglobulines, peu importe. Mais NF, donc pour facteur nucléaire dans les lymphocytes. Alors, je vous montre ici des travaux qui ne sont pas de notre laboratoire, mais des travaux structuraux qui sont étalés sur les années 90, mais qui illustrent extrêmement joliment le paradigme de NF-κB. NF-κB est présent à l'état, je dirais, quiescent dans le cytoplasme d'une cellule, donc la cellule à noyau, et dans le cytoplasme, il y a NF-κB que vous voyez ici, mais il reste dans le cytoplasme. Il ne peut pas aller dans le noyau pour contrôler l'expression des gènes parce qu'il est lié à un inhibiteur. Cet inhibiteur, on va l'appeler I
NF-κB. Donc on a NF-κB, l'active, la forme active, bloquée dans le cytoplasme par liaison à I-κB. Alors, ce qui se passe, qui a été montré, alors il faut vraiment dire que c'était une dizaine de laboratoires qui ont établi ça, pas le nôtre, aux États-Unis pendant les années 90. Donc, il y a une modification de I-κB qui est faite par ce qu'on appelle une kinase, et à la suite de cela, I-κB change de conformation et se détache de NF-κB, et NF-κB va. Il y a deux molécules d'NF-κB qui se mettent ensemble, qui vont se mettre autour des gènes, et là où il y a une adresse du type que celle que nous avions trouvée dans le gène de la diptéricine, ils vont commencer à contrôler l'expression de ce gène. Alors, c'est tout ce que je vais raconter là-dessus, mais le paradigme est extrêmement beau parce que, si vous voulez, tout est présent au moment de l'infection. Tout est là, il faut juste un petit signal que va donner cette kinase, comme nous disons dans notre jargon, qui va enlever l'inhibiteur en changeant sa conformation, et tout, en quelques secondes ou même millisecondes, tout peut être mis en route. Alors, donc, nous avions trouvé dans le gène de la diptéricine, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avions trouvé qu'il y avait des sites d'adressage qui sont montrés en bleu ici. Maintenant, alors ceci avait été trouvé chez la souris. Est-ce que l'insecte, est-ce que la drosophile a aussi un système de ce type-là? Alors, la réponse était oui. En tout cas, il y avait une molécule de cette famille qui avait été trouvée juste à cette époque-là, quelques années auparavant, pardon, et par Nusslein-Follard, qui est montré ici, pas Nusslein-Follard, mais la molécule est montrée ici, NF-κB. Elle avait nommé cette molécule dorsale, j'expliquerai dans un instant, et l'inhibiteur également. Voilà les travaux de Nusslein-Follard. Je vais les résumer dans une diapositive. Nusslein-Follard a eu le prix Nobel avec Erich Wischhaus en 1995. Elle s'intéressait à la détermination de l'axe dorsoventral et antéro-postérieur chez la mouche. Alors, pour aborder cette question, le groupe donnait à manger un mutagène aux adultes. Les adultes pondaient des œufs. Et dans certains cas, 1 sur 3000 par exemple, le mutagène avait modifié donc un des gènes impliqués dans le contrôle de l'axe dorsoventral, et ensuite il suffisait, ça prenait des années après, il suffisait de caractériser le gène qu'on avait muté. Et de cette façon-là, Nusslein-Follard avait établi le schéma que je vous présente ici, en résumé. Donc, dans l'œuf de la drosophile, des cellules folliculaires, voilà l'embryon, et dans l'embryon, les gènes qui sont requis pour que l'axe dorsoventral se fasse normalement, et largement c'est la même situation chez nous, ceux-là font appel à NF-κB, que vous voyez sur la diapositive, qui est bloqué également par I-κB. Et alors, à l'époque, évidemment, Nusslein-Follard ne connaissait pas NF-κB ni I-κB, donc comme on le fait dans la discipline quand on produit des mutations, on donne un nom à l'apparition de la forme mutée. On appelle ça le phénotype. Donc on a muté le génotype et on regarde le phénotype, c'est l'apparition, et on voit quelque chose de bizarre, quelque chose qui ne colle pas. Et dans le cas de, quand elle a appelé le gène qui finalement, dont on a compris bien plus tard qu'il codait pour NF-κB, elle l'a appelé dorsal, parce que ces animaux étaient tout dorsalisés. Et inversement, I-κB l'avait appelé cactus. Mais peu importe pour nous aujourd'hui. Simplement, le principe était établi qu'il y avait effectivement chez la drosophile un membre de la famille NF-κB et qu'il était appliqué dans le développement embryonnaire précoce. Et ce qui a été très intéressant pour nous par la suite, c'est que les travaux de Nusslein-Follard ont établi que pour que I-κB se dissocie de NF-κB, permettant à NF-κB d'aller dans le noyau, pour que ceci se fasse, il fallait un signal qui venait d'un récepteur transmembranaire. Et à nouveau, au moment où Nusslein-Follard a découvert cet embryon qui était mal formé parce que muté, elle trouvait que c'était très bizarre et elle a donné le nom de Toll à cet embryon, d'où le nom de Toll. Et alors, elle a ensuite montré qu'il y a toute une série une cascade protéolytique, dont Spätzle, il y a Spätzle dedans, il y a des Nudeln, etc., Zerknüll, etc. Donc, c'était à Tübingen que ces travaux ont été réalisés par une très, très grande équipe à l'époque. Voilà, alors nous étions dans la situation suivante, nous avions juste des systèmes d'adressage de type NF-κB dans le promoteur du gène de la diptéricine, et nous posions la question, alors le gène de la diptéricine,
Nous ne savions pas à l'époque qu'il pouvait être contrôlé ou non par NF-κB. Ce que nous savions, c'est que le système NF-κB était utilisé pendant le développement embryonnaire précoce, mais nous ne savions pas s'il était utilisé aussi plus tardivement. Donc la première chose, au laboratoire, on a montré que ces gènes étaient aussi exprimés plus tardivement, notamment chez les larves et les adultes. Et ensuite, un autre problème qui se posait, c'est-à-dire si ce système était effectivement utilisé pour produire de la diptéricine, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de diptéricine dans l'embryon, dans l'œuf directement pondu, ce qui n'était pas le cas. Donc, on a abordé la question, et maintenant viennent ces essais qui étaient très longs. Je parle ici de travaux qui sont étalés sur des années. Est-ce que la cascade que je vous ai montrée tout à l'heure, Spätzle, Toll, bon, cactus, je ne l'ai pas illustré, mais disons NF-κB, contrôle l'expression des gènes qui codent pour les peptides antibactériens? Alors, je vous montre ce résultat qui a été obtenu à l'époque par Bruno Lemaître et Jean-Marc Reichart et d'autres collègues au laboratoire. Nous regardons ici une mouche de type sauvage. On a sorti de cette mouche la substance qu'on appelle ARN, qui est très étudiée à l'IBMC. Et on regarde maintenant, ça nous permet de dire la diptéricine, on a des sondes, est-ce qu'elle est exprimée ou non? Quand nous avons un point noir, comme vous le voyez ici dans le type sauvage, après 6 heures d'infection, ça veut dire qu'il a été très fortement induit. Donc nous avons, dans cette image, nous voyons ah oui, c'est dans l'autre sens, nous voyons une infection, une mouche de type sauvage, nous regardons la signature de l'expression de la diptéricine, sans infection, il n'y a rien, c'est normal, 6 heures après infection, il y a une forte signature. Ceux-ci sont des contrôles de dépôt, peu importe pour nous. Donc, nous avons le bon test maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans un milieu déficient en Toll, mutant pour Toll, et voilà le résultat, et c'était un des moments les plus noirs dans notre vie, dans la mienne certainement, dans celle du laboratoire. Vous voyez, en contexte Toll déficient, nous avons une induction tout aussi bonne qu'en l'absence de Toll. Donc, quelque chose ne collait pas. Alors, soit l'hypothèse était fausse et que Toll n'a rien à voir dans toute cette affaire, soit ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le readout, c'est-à-dire ce que nous regardions comme exprimé, n'était pas la bonne. Nous ne regardions pas la bonne substance. Et alors, en fait, et là, j'ai personnellement aussi des responsabilités, nous avions à l'époque, on travaillait en fait que sur de l'antibactérien. Et la diptéricine est antibactérienne. Et ce qui nous a sauvés, c'est en fait des travaux, une collaboration qu'on a initiée après que j'avais rencontré à Stockholm un collègue belge du nom de Breukert, qui lui travaillait sur des plantes, qui avait trouvé une substance antifongique qui ressemblait beaucoup à une substance qu'au laboratoire, nous avions isolée. Nous, c'est-à-dire c'était Jean-Luc Dimarc à l'époque, c'était Philippe Bullet, Charles Etruy, leurs collaborateurs. Donc, il faisait une analyse protéomique différentielle, ce qui veut dire qu'il prenait des dizaines de milliers de drosophiles qu'il piquait individuellement et faisait un extrait protéique. Ensuite, il comparait des mouches qui n'avaient pas été piquées, il faisait du différentiel, comme on fait aujourd'hui classiquement. Et ils avaient vu qu'il y avait un pic en absorptiométrie, un pic qui était fortement induit par la blessure. Et ce pic, on ne savait pas, on a réussi à le séquencer, on a même réussi à établir la structure tridimensionnelle, mais il n'était pas actif dans nos tests, qui étaient toujours encore malheureusement des tests antibactériens. Et c'est par le contact avec nos collègues belges que nous avons ensuite, en collaboration, pu montrer qu'en fait la substance qui était tellement fortement induite était une substance antifongique. Et alors, à ce moment-là, donc je complète maintenant la diapositive de tout à l'heure. Vous voyez, nous avons une molécule en plus que nous avons appelée drosomycine parce qu'elle est active sur les champignons, extraite de drosophiles. Et je vais vous montrer dans un instant ce que nous avons pu faire grâce à cette molécule. Mais d'abord, je voudrais vous dire que je vais parler maintenant d'un moment noir, mais j'ai aussi un moment de plaisir. Il y a 3 ans, quand j'ai entendu des collègues hollandais qui avaient trouvé sur la peau de l'homme de la drosomycine. Et maintenant, cette substance qui nous protège contre des champignons sur notre peau, on l'appelle la drosomycine-like. Donc vous voyez que la drosophile même est présente chez nous de façon quotidienne. Alors, voici donc la drosomycine, et maintenant nous allons retourner à l'expérience négative de tout à l'heure,
Et nous ne prenons pas que la diptéricine, mais la drosomycine. Et vous voyez maintenant, le résultat est devenu clair. Nous avons, dans le cas de TOL déficient, nous n'avons pas d'induction de la drosomycine. La drosomycine dépend de la voie TOL. Et à la même époque, nous avons trouvé, pour des raisons qui sont trop longues à expliquer ce soir, nous avons trouvé qu'il y avait une autre voie qui était totalement inconnue, que nous avons appelée voie IMD, pour immunodéficience, dans laquelle nous avons le phénotype totalement inverse, c'est-à-dire cette fois-ci, la diptéricine est inductible et la drosomycine ne l'est plus. Alors, je reviendrai sur la publication dans un instant. Ce qui nous a fait conclure avec Bruno Lemaître et Jean-Marc Rachart, et les deux étudiants marqués ici, qu'il y avait en fait deux voies qui contrôlaient l'expression de ces gènes. Une qui était la réutilisation partielle de la voie TOL du développement embryonnaire, et une autre qui était une nouvelle voie dont nous ne savions pratiquement rien à l'époque. Alors, rapidement, on a pu montrer alors que les mouches infectées par Aspergillus ici, qui est un champignon, les mouches infectées par Aspergillus qui se défendent modérément seulement à ce champignon, dans un contexte TOL déficient, sont déjà 2 jours après l'infection, la moitié des mouches sont mortes. Donc, effectivement, la voie TOL joue un rôle dans la survie ici. Cette fois-ci, c'est donc in vivo. Et en parallèle, nous avons pu montrer que les mouches qui sont mutantes pour IMD, donc la voie immunodéficience, elles meurent très rapidement après une infection à bactéries à gram négatif E. coli. Ce qui établissait à ce moment-là, dans la vie, si vous voulez, dans la vie courante, si j'ose m'exprimer ainsi, que les deux voies que nous avions identifiées de façon un peu in vitro, qu'elles jouaient un rôle absolument indispensable pour le type d'infection, et on peut dire aujourd'hui, on peut facilement, puis cette époque, on a facilement fait des doubles mutants qui sont déficients pour l'une et l'autre voie, et ces doubles mutants ne résistent à aucune infection microbienne. Je ne parle pas de viral, c'est une autre question à laquelle je reviens, je mentionnerai tout à l'heure très brièvement. Alors, nous avons publié en 1996 nos résultats, de façon très prudente encore, en disant que ces 7 cassettes régulatrices Spätzle, TOL, Cactus, on aurait pu mettre NF-κB, contrôlent la puissance antifongique puissante chez les adultes de drosophiles. Comme j'ai dit, ce travail a été fait avec Bruno Lemaître, qui nous avait rejoint juste après sa thèse, en 92 ou 13, Jean-Marc Rachart, que vous connaissez bien, et 2 étudiants de thèse de Jean-Marc. Et je vais résumer maintenant ces résultats et vous expliquer ensuite ce que ça nous montrait et ce que ça ne nous montrait pas. Donc d'abord, TOL, effectivement, est impliqué en réponse à des champignons. Par la suite, Dominique Ferrandon, au laboratoire, a montré que c'était également la réponse au gram positif. Donc TOL, voilà le récepteur, il active une cascade, je n'aurai pas le temps de parler de ces cascades aujourd'hui, mais elles sont bien connues maintenant, on a beaucoup travaillé là-dessus, et NF-κB, ici, va aller dans le noyau, il est débarrassé de son inhibiteur, va dans le noyau, contrôle l'expression des peptides antifongiques et des peptides antibactériens. Et la deuxième voie, la voie IMD, activée par des bactéries à gram négatifs, par un récepteur inconnu, va activer NF-κB et ensuite contrôler l'expression de peptides antibactériens. Je simplifie un peu, mais de toute façon, c'est accepté, m'a dit le président. Parce qu'il veut que nous terminions avant 8 heures. Alors, voilà donc, si vous voulez, une réponse, une première réponse, ou un début de réponse à la question comment les gènes sont-ils contrôlés. Mais ceci ne nous renseigne pas sur l'identité des récepteurs, parce que nous nous sommes rendus compte ensuite que TOL chez la drosophile n'est pas le récepteur, ni les champignons, ni les bactéries à gram positif, mais qu'il répond, comme dans le développement embryonnaire, à une cascade protéolytique qu'on a caractérisée depuis, mais qui est encore différente de celle du développement embryonnaire. Donc, nous n'avions pas le récepteur des champignons, nous n'avions pas le récepteur des bactéries à gram positif. D'un autre côté, nous ne connaissions pas la nature du récepteur de la voie IMD. Donc, si vous voulez, je parle là de l'an 2000, à peu près vers l'an 2000, nous n'avions pas répondu aux questions, j'avais répondu à quelques aspects des questions, mais pas au fond des questions. Et alors, ce que nous avons fait au laboratoire, c'est qu'on a repris des mutagénèses
à l'aveugle, c'est-à-dire on a redonné à manger à des mouches des mutagènes qui ont induit des mutations, et on a regardé cette fois-ci, pas l'expression de tel ou tel peptide antimicrobien, mais on a regardé la survie des mouches ainsi traitées. Et on avait toujours sur des centaines de mouches qui avaient avalé le mutagène, il y avait certaines qui survivaient très bien, et l'une ou l'autre ne survivait pas. Et Julien Royer, au laboratoire, a trouvé, comme ça, isolé une souche qui ne résistait pas aux bactéries à Gram positif, mais qui résistait bien aux champignons et bien aux bactéries à Gram négatif. Alors ensuite, une longue période a commencé, avec d'ailleurs dans de nombreux laboratoires à partir de ce moment-là, pour isoler les substances. Et je vais me permettre à nouveau, dans l'intérêt du temps, tout ceci est bien entendu publié, je vais juste me permettre de vous résumer les deux éléments essentiels, c'est-à-dire ce qui est reconnu chez les bactéries, que ce soit les bactéries à Gram positif ou à Gram négatif, c'est une des substances de leur paroi qu'on appelle le peptidoglycan. Et il y a chez la drosophile une dizaine de récepteurs de peptidoglycan. Nous en produisons nous-mêmes 4 qui jouent un rôle actif, bon, ça a été trouvé bien plus tard, qui jouent un rôle actif contre les bactéries. Et alors vous voyez, nous avons ici, dans ces molécules, la structure a été établie par toute une série de laboratoires. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et nous avons là une espèce de cavité dans laquelle se fixe le peptidoglycan et qui, l'ensemble, va activer alors le récepteur dans le sang ou sur la membrane, on verra ça dans un instant, et déclencher la réponse. Alors, par contre, pour les champignons, là c'est Dominique Ferrandon, au laboratoire, a pu montrer que des protéines qu'on appelle les glucan binding proteins, dont il a pu caractériser la structure avec Alain Roussel, donc ces molécules-là fixent le bêta-glucan des champignons. Et donc un champignon va être fixé comme ça et activer la cascade protéolytique, comme nous le verrons dans cette diapositive de résumé maintenant de l'activation. Alors d'abord, les champignons interagissent avec cette protéine, donc cette substance dans le sang qu'on appelle glucan binding protein. Il y en a 3 chez la drosophile, peu importe. Il y a activation de cascades de protéases qui vont donc amplifier la réponse et le tout va ensuite cliver Spätzle. Spätzle, en un mot, c'est une protéine assez proche des neurotrophines, de nos neurotrophines, et qui doit être clivée comme nos neurotrophines pour être active. Alors, les bactéries à Gram positif interagissent avec une protéine sanguine par leur peptidoglycan, qui est identifié ici, qui est indiqué là en bleu, et active la même cascade de sérine protéase. Et ceci a été très joli, la cascade de sérine protéase est très joliment décryptée au laboratoire par l'équipe de Jean-Marc Reichhardt. Par contre, les bactéries à Gram négatif, tout en interagissant avec un membre de cette famille des reconnaissants de peptidoglycans, un autre membre qui est cette fois-ci transmembranaire, n'ont pas de cascade d'amplification. Dernier point sur cette diapositive, c'est grâce à Dominique Ferrandon et Jean-Marc Reichhardt par la suite qu'on a compris que des protéases de champignons, c'est-à-dire quand un champignon envahit un insecte, il produit des protéases pour traverser la cuticule et l'épiderme de l'animal, et certaines de ces protéases sont reconnues en fait par une autre molécule qui est présente dans le sang, c'est donc un senseur de virulence, un facteur de virulence, et de cette façon active la cascade sérine protéase, ce qui est extrêmement astucieux parce que, si vous voulez, quand un champignon envahit un insecte, il va déclencher une alarme, et cette alarme va aboutir à activer la voie TOL. Alors, ce qui est important de réaliser, c'est qu'à peu près tous les pathogènes que nous connaissons produisent des protéases. Et c'est un domaine qui est encore relativement peu exploré, mais il y a fort à parier que de très nombreuses réponses sont déterminées par des protéases qui proviennent du pathogène. Alors, nous avons maintenant, je vous ai un peu raconté trop de choses sur la drosophile. Nous allons passer maintenant à la question, alors, qu'en est-il chez l'homme? De la drosophile à la souris et à l'homme. Alors, laissez-moi commencer par cette image que j'aime beaucoup, dans laquelle nous avions à l'époque, un des grands problèmes qu'on a dit tout à l'heure
le président Bérez, un des grands problèmes était toujours d'intéresser les organismes qui nous soutenaient financièrement, les intéresser pour les travaux qu'on faisait. Et effectivement, il y a eu deux moments de crise à la fin, au moment du départ de mon patron à la retraite, où le conseil scientifique de l'Université de Strasbourg, ou c'est l'Université du Pasteur à l'époque, donc avait trouvé que finalement ce qu'on faisait sur les insectes n'était pas extrêmement intéressant, que ça pourrait tout aussi bien se faire à l'INRA et que les locaux que nous occupions pourraient être cédés pour d'autres thématiques. Bon, on a réussi grâce à M. Carly. M. Carly était président de l'université à l'époque, il nous a beaucoup défendus et nous avons survécu. On nous a donné 5 ans et puis après, l'histoire roulait bien. Puis après, au CNRS, à un moment donné, on nous a dit oui, mais ce que vous faites, c'est des peptides antimicrobiens, ça n'a aucune relevance pour la médecine. Et si un jour le CNRS se décidait à s'appliquer là-dedans, il demanderait d'un médecin de faire de telles études. Je n'étais pas médecin, on n'avait aucun médecin au laboratoire. Bon, alors nous avons à l'époque, donc on essayait toujours de trouver des gens qui s'intéresseraient. Et au début, comme j'ai dit, Ron Poulenc était partant. Et par la suite, c'est aussi ce qui est devenu Roussel-Uclave, qui est maintenant, je pense, parti quelque part d'Aventis. Donc Roussel-Uclave aussi s'intéressait à ces questions. Et ils nous ont payé un congrès que j'avais organisé à Versailles. Et donc ça remonte à 20 ans. Et là, on avait à l'époque, l'immunité innée n'était pas un domaine qui était très étudié. Et donc, on était un petit groupe seulement, dont plusieurs personnes ici qui ont joué un rôle important. Charlie Janeway, dont je parle dans un instant. Bob Lehrer était la personne qui avait trouvé les peptides antimicrobiens chez les humains. Hans Baumann avait trouvé les peptides antimicrobiens, je l'ai déjà mentionné, chez les papillons. Et Alan Ezekowitz travaillait sur l'immunité très ancestrale. C'est ce qu'il appelait anti-antibody immunity, l'immunité qui précède les anticorps. Voilà. Et alors, nous avions organisé ce congrès, et à l'époque, on s'était posé la question comment on pourrait, entre la souris et la drosophile, comment on pourrait interagir. Et alors, c'était vraiment un moment très important, je dirais aussi sincèrement pour moi-même, parce que ça, en fait, il n'y a pas de gâteau de drosophile ou de gâteau d'insectes, mais ça m'a permis aussi intellectuellement de sortir du mode juste des insectes pour m'intéresser avec les collègues avec lesquels nous interagissons toujours, ceux qui sont encore là, donc nous intéresser à la fois de façon parallèle à la drosophile et à la souris. Et la souris et l'homme, c'est l'extension, je dirais, l'homme est l'extension de la souris, si vous voulez bien. Alors, je montre ici Ralph Steinman, dont il était question tout à l'heure, qui était co-lauréat du prix Nobel en 2011, qui travaille sur la cellule dendritique, qui est une cellule de l'immunité innée de l'homme, qui est montrée ici, et un lymphocyte, qui est la cellule de base de l'immunité adaptative. Alors, ce qu'on savait à l'époque, c'est que ce qu'on pensait que des fragments microbiens, alors nous parlons chez la souris, chez l'homme, activaient NF-κB, toujours NF-κB que nous connaissons bien maintenant, et en réponse NF-κB, par le biais d'un récepteur hypothétique qui n'était pas connu, en réponse, il y avait deux choses, gènes de la réponse immunitaire innée, comme des peptides antimicrobiens chez l'homme, mais à nouveau, ça n'attirait pas beaucoup d'intérêt à l'époque, et de notre côté, activer l'immunité adaptative. Alors ça, c'est un domaine qui a connu un développement considérable par la suite, et je passerai la fin de mon exposé là-dessus, le rapport entre immunité innée et adaptative. Alors, comment NF-κB faisait cela? Par le biais de la production de messagers, massivement de messagers de haute spécificité qu'on appelle les cytokines, et par la production, donc, alors là, je n'insisterai pas là-dessus parce que c'est trop spécialisé, par des molécules qu'on appelle molécules de co-stimulation et par la présentation de peptides par ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité ou HLA que Jean Dosset a si bien identifié en France. Alors, ce qui bloquait l'avancée des travaux à l'époque, c'était qu'on ne connaissait pas le type de récepteur qui était à l'origine de l'activation de la cellule dendritique et en réponse ensuite, c'est-à-dire par ricochet des lymphocytes et de la réponse adaptative. Et alors, donc, j'ai mentionné tout à l'heure Charlie Janeway, qui cherchait ce récepteur, qui cherchait dans la direction de lectine, et quand on lui a présenté notre travail à un meeting, nous avions à l'époque, on avait eu un contrat frontière humaine ici à Strasbourg, avec Janeway, Ezekowitz et notre laboratoire. Et quand nous avons trouvé notre récepteur, il a cherché un homologue chez l'homme, qu'il a trouvé
l'année suivante. Charlie Janeway est malheureusement mort il y a déjà plus de 10 ans. Il a publié un travail, Human Homologue of Drosophila Toll Signals Activation of Adaptive Immunity. Et un an après, Bruce Beutler, qui était coloré également, Bruce Beutler a trouvé par une toute autre approche, lui est parti du récepteur, il cherchait le récepteur aux lipopolysaccharides, qui est l'un des déterminants les plus importants des bactéries à gram négatif. Et il y avait, depuis 20 ans, on avait dans la communauté, il y avait un mutant, une souris mutante qui ne pouvait pas fixer ces lipopolysaccharides, qui est l'inducteur essentiel du choc endotoxique et aussi de notre réponse aux bactéries à gram négatif. Et il a trouvé, donc l'année suivante, au bout de 5 ans, avec les auteurs que vous voyez là, ils ont cloné le gène, ils ont trouvé que c'était également un récepteur Toll-like, le même en fait qu'avait trouvé précédemment Janeway. Seulement, la différence était que dans le cas du travail de Janeway, il ne pouvait pas faire la connexion entre un déterminant microbien et l'activation de NF-κB, parce que le récepteur TLR4, ce qu'eux ne pouvaient pas savoir à l'époque, ne réagit pas directement avec les lipopolysaccharides. Donc il manquait un élément dans la chaîne, et le travail de Bruce Beutler, en montrant directement la connexion avec les lipopolysaccharides et l'activation donc, du système immunitaire inné, mettait fin donc, à ces questions-là. Alors, brièvement maintenant, il y a eu ensuite une explosion dans la communauté, et en l'espace de 3 ou 4 ans, on a vu que la souris et l'homme ont fait une douzaine de récepteurs Toll-like, et c'est surtout grâce aux travaux de Shizuo Akira, qui est montré ici, qui est à Osaka, avec lequel nous collaborons également depuis de nombreuses années. Donc, Shizuo Akira a montré que ces récepteurs, donc vous les voyez ici, la membrane cytoplasmique, et ils sont toujours, le domaine de reconnaissance est à l'extérieur de la cellule. Et là, nous sommes dans l'endosome d'une cellule, peu importe pour nous, mais là, dans cet endosome, ce sont les séquences nucléotidiques, virales notamment, qui sont reconnues, alors qu'à l'extérieur, ce sont tous des éléments de champignons ou de bactéries qui sont reconnus. Mais c'est un répertoire, quand même, ce qui est important de savoir qu'il s'agit d'une douzaine de molécules de reconnaissance, pas plus, et qui reconnaissent en fait des éléments sans lesquels les bactéries ou la plupart des bactéries ou des champignons ne peuvent pas vivre. Ce sont des motifs qui sont dans l'évolution depuis 1 milliard ou plus de 2 milliards d'années. Ces motifs sont là et qui n'ont pas véritablement varié ou varié. Ils ont varié, mais la variabilité de ces récepteurs permet leur reconnaissance. Alors, en réponse à la fixation, il y a activation par le biais d'adaptateurs et NF-κB. Toujours notre NF-κB est activé et toujours production de peptides antimicrobiens et activation de la réponse adaptative. Alors, brièvement, maintenant la structure est connue. Là, à nouveau, ce n'est pas des travaux de notre laboratoire, mais c'est pour vous illustrer que ça se présente comme on se présente un récepteur Toll, ici avec une partie en solénoïde à l'extérieur de la cellule, la membrane cellulaire, et le motif qui va signaler au fond de la cellule qu'il faut activer. Alors, voilà un exemple. Ces récepteurs travaillent en dimères, c'est-à-dire 2 molécules qui se mettent ensemble grâce à la fixation, en l'occurrence, d'un ARN de double brin, et ceci activera le système et va conduire à l'activation finale de NF-κB et l'expression des gènes. Alors, pour terminer sur cette partie-là, je voudrais dire que les TLR, donc on soupçonnait que les TLR jouent un rôle important, que ces molécules pourraient jouer un rôle important, ces récepteurs pourraient jouer un rôle important, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi important qu'on le voit maintenant. Et je résume en une diapositive, ils ont été découverts par leur rôle dans l'infection. Mais nous savons aujourd'hui qu'ils jouent un rôle prédominant dans l'inflammation. Et vous savez, l'inflammation, c'est probablement, je parle sous le contrôle des médecins qui sont ici, c'est probablement l'aspect le plus important clinique aujourd'hui, puisque nous avons tous nos tissus sont susceptibles de subir des inflammations. Et donc, il a été montré là, au cours des dernières années que dans pratiquement tout, que ce soit aussi bien dans le rein, dans le cœur, dans le système nerveux, que les TLR jouent un rôle dans l'inflammation. Ils jouent aussi un rôle dans la vaccination. De nombreux vaccins sont utilisés, de nombreux vaccins, les adjuvants
au cours de la vaccination agissent par les TLR. Ils jouent un rôle important dans l'auto-immunité. L'auto-immunité sont des travaux qui sont très poussés aujourd'hui. Monsieur Bach, il y a 3 ans, quand il était ici, parlait du rôle des TLR dans l'auto-immunité. Ils jouent un rôle important dans l'allergie. Ils jouent un rôle important dans l'immunothérapie. C'est vraiment un des domaines actuellement en pleine expansion, l'immunothérapie. Malheureusement, je n'ai pas le temps de... Bon, évidemment, ces aspects-là sont... nous ne travaillons pas là-dessus chez l'homme, mais nous travaillons là-dessus chez la drosophile, qui fait aussi de l'inflammation. L'immunothérapie et finalement un rôle dans le système nerveux. Ce sont des aspects qui sont récents, mais qui sont extrêmement importants, sont passionnants et importants. Et juste pour dire, un congrès tout récent à Berlin la semaine passée, on nous a dit qu'actuellement sur les TLR, il y avait ces 10 dernières années, ces TLR au plan clinique, il y avait 30 000 publications. Donc vous voyez un domaine où il y avait, qui était, pour ainsi dire, qui était inconnu il y a encore une quinzaine d'années, comme une vingtaine d'années maintenant, comment il s'est épanoui. Alors, en plus, je vais passer parce que je sens que le temps avance. Juste en un mot, j'aurais dit pour les personnes qui s'intéressent vraiment à ces questions-là que les TLR peuvent aussi répondre à des molécules inflammatoires directes, mais on passe. Il ne faut pas devenir trop compliqué. Je voudrais venir au dernier point de mon exposé aujourd'hui, les perspectives phylogénétiques. En fait, c'est ça qui nous intéressait le plus, Monsieur Joly, mon père, si j'ose dire, et moi-même, c'est la phylogénèse, c'est-à-dire les aspects de l'évolution. Alors, nous avons au laboratoire et dans d'autres groupes, on a beaucoup investi dans ce qu'on appelle la cascade de signalisation, ce qui veut dire ce qui va se passer entre le moment où un agoniste ou une substance microbienne interagit avec un toll-like récepteur, jusqu'au moment où le gène est contrôlé sous l'effet de NF-κB, il y a toute une cascade de substances. Et ces cascades sont évidemment importantes. Sont aussi de nombreuses molécules dans ces cascades sont des cibles potentielles dans les différentes thérapies qu'on peut imaginer contre l'inflammation, contre l'auto-immunité, contre le cancer, etc. Alors, on a bien caractérisé, je dirais assez bien caractérisé, les principales molécules au sein de ces cascades. Je fais une seconde un aparté. Nous allons, par la génétique, on a trouvé 11 membres entre Spätzle et NF-κB. 11 membres, en incluant Toll et NF-κB. Récemment, avec un post-doc japonais au laboratoire, nous avons fait ce qu'on appelle une analyse d'interactome protéomique, c'est-à-dire on prend ces 11 molécules, on les rend reconnaissables par un tag quelconque, et ensuite on regarde quelles sont les molécules qui interagissent, les protéines qui interagissent. Et nous avons pu montrer ainsi qu'avec ces 11 membres, qui ne sont pas tous montrés là-dessus, mais ces 11 membres déterminés par la génétique, il y a 350 protéines qui interagissent dans une cellule qui est infectée. Et sur ces 350, 80% sont conservés entre la drosophile et l'homme. Alors, on ne sait pratiquement rien sur la plupart de ces molécules. Donc, certaines sont très probablement des cibles pour des thérapies qu'on peut imaginer à l'avenir. Alors, mais ce n'est pas mon propos ici. Mon propos ici, c'est de comparer les deux voies de signalisation très simplifiées, Toll et IMD. Et on va les mettre IMD. On va les mettre en parallèle avec ce qui a été fait dans les années 90-2000 chez la souris, dans le cas de TLR4, c'est-à-dire c'est le récepteur du lipopolysaccharide chez la souris et chez l'homme, et ici TNF. On s'est effectivement rendu compte qu'au fur et à mesure que nos travaux avançaient sur la voie IMD, je la cherche, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte ressemblance avec la voie du récepteur du TNF, qui est le Tumor Necrosis Factor chez la souris et chez l'homme. Et alors, si vous regardez maintenant, et ça c'était certainement le moment le plus ahurissant dans l'évolution de nos concepts au sein du laboratoire et de nos collègues avec qui nous interagissions, c'était de nous rendre compte à quel point, je ne vais pas dire tous les noms parce que ça nous prendrait du temps, mais vous avez toujours le récepteur en bleu, vous avez alors Toll et TLR4 sont très proches, PGRP est proche
d'autres PGRP humains. Le TNF est proche de TNF humain. Et vous avez ici des adaptateurs. Celui de TNF est très proche de celui de IMD. D'ailleurs, RIP ici, l'acronyme RIP, c'est pour TNF, Receptor Interacting Protein. Et ce qui est exactement le cas aussi de IMD pour la voie du PGRP là. Et ensuite, les adaptateurs, vous voyez ici, c'est même exactement la même molécule. Enfin, c'est des molécules homologues entre la mouche et la souris. Et ensuite, tout ça aboutit à la production de ce qu'on appelle les kinases, c'est-à-dire des molécules qui vont mettre un tag phosphate sur l'inhibiteur et permettre ensuite que NF-κB puisse aller contrôler l'expression des gènes. Et juste à ce propos, nous savons aujourd'hui qu'aussi bien chez la drosophile que chez la souris, en aval de ces activations, il y a dans chacun des cas, il y a à peu près 1 millier de gènes qui sont induits. Donc aussi bien chez la drosophile que chez la souris, chacune de ces voies induit 1 millier de gènes. Alors souvent, c'est des gènes semblables, mais aussi il y a beaucoup de différences. Voilà, alors évidemment, la drosophile n'est pas l'ancêtre de la souris pas l'ancêtre de la drosophile. Quand est-ce que ce système est apparu? Et alors vous pouvez aujourd'hui, comme on dispose de la séquence de génome de très très nombreuses espèces, je crois que le chiffre actuel est de 7000 espèces différentes, on peut faire ce que nos collègues américains appellent data mining, et en regardant l'équivalent des molécules que nous avions chez la drosophile, ou d'autres chez la souris, nous nous sommes rendus compte qu'on a chez toutes les molécules que nous avons chez la drosophile sont déjà présentes chez l'anémone de mer. Alors que nous pensions que la drosophile, c'était quelque chose dont la drosophile est apparue quand même, bon, la drosophile elle-même peut-être vers 200 millions d'années, mais les insectes sont apparus il y a 400 millions d'années. Et donc, à notre surprise, chez l'anémone de mer, qui elle est apparue, alors certainement, il y a 800 millions d'années. Et donc, on voit, si vous voulez, dans tous ces groupes-là, toutes ces molécules sont présentes. D'ailleurs, dans tous ces groupes qui ont l'immunité innée, tous les invertébrés, qui représentent 95% des espèces animales sur Terre. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, tout ceci est apparu avec la multicellularité. Ce sont des choses qu'on pourra faire de façon plus précise, parce que maintenant, tout récemment, il y a des génomes de forme extrêmement ancienne qui ont été séquencés, et puis donc l'analyse bioinformatique permettra de voir très précisément quand ces molécules sont arrivées, mais très certainement avec les premiers multicellulaires. Alors chez l'homme, ou disons chez les vertébrés qui représentent 5% des espèces actuelles sur Terre, nous avons l'immunité innée. L'homme, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les molécules qui sont présentes chez la drosophile sont présentes chez l'homme. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire l'homme a plus de molécules dans ses défenses immunitaires innées que la drosophile, pour des raisons qu'on va comprendre dans un instant. Et donc l'immunité innée chez l'homme et l'adaptative. Et l'adaptative est apparue il y a probablement 450 millions d'années. Un journaliste belge m'avait demandé, quand j'avais expliqué ça, est-ce que c'est avant Jésus-Christ? Et donc, dans cet ensemble, donc, nous sommes en présence d'une double fonction, une fonction de protection qui est identique à celle-ci, et une réponse également de stimulation de l'adaptatif. Alors, donc, si vous voulez, ceci maintenant, je crois qu'on est dans la communauté, on est tous d'accord sur cette figure, mais vous vous rendez compte à quel point ça a changé depuis les idées que nous avions avec M. Joly. Il y a 50 ans, on n'aurait jamais pensé que nous étions en présence d'un système aussi conservé. Alors pourquoi la drosophile? Il y a moins de molécules, mais très certainement parce que la drosophile a simplifié à l'extrême. La drosophile est un insecte, un animal extrêmement évolué qui a, je dirais, un peu fait le ménage entre les gènes et qui a les récepteurs que je vous ai montrés, si on avait le temps, c'est passionnant, mais les récepteurs qu'ils ont sont extrêmement restreints. C'est-à-dire que alors que nous réagissons à un tas de substances, les insectes réagissent, enfin la drosophile réagit aux peptidoglycans et aux bêta-glycans. Elle ne réagit pas à des protéines, pas à des peptides, etc. Donc il y a certainement beaucoup de molécules qui ont été perdues pour raison d'économie génétique, ça coûte évidemment de l'énergie d'avoir beaucoup de ces substances, et chez les vertébrés, il y a davantage de molécules et il y a beaucoup moins de pertes. Et il y a davantage de molécules aussi pour une raison que je vous dirai dans un instant. J'arrive vers la fin.
Je voudrais résumer maintenant ce que nous pensons comprendre sur l'immunité innée, et ensuite comparer avec l'adaptative. Alors, l'immunité innée est apparue avec la multicellularité, donc à peu près 1 milliard d'années. Elle est la seule défense antimicrobienne chez 95% des formes animales. Elle a un nombre restreint de récepteurs pour des déterminants microbiens qui sont directement codés dans le génome. Les récepteurs sont directement codés dans le génome. Et ils sont les mêmes pour nous tous dans notre vie, il n'y a pas de réaménagement. Bon, il y a des polymorphismes, mais c'est commun à tous les gènes. Donc, 95% des formes animales ont uniquement la réponse immunitaire innée. Le nombre restreint, j'ai dit nombre restreint, les TLR, donc les Toll-like receptors, il y en a une douzaine, je l'ai dit tout à l'heure, en général. Il y a à côté d'autres récepteurs aussi, mais je n'ai pas incité là-dessus pour manque de temps, évidemment, et d'autre part, parce qu'ils ne sont pas présents chez la drosophile, ils ne sont pas présents chez les insectes. Je vais quand même les mentionner ici, c'est les Rig-like receptors pour des séquences nucléotidiques, les Nod-like receptors, qui déterminent l'inflammation en partie, et des C-type lectins, peu importe. Mais ceux-là sont globalement absents chez les insectes, en tout cas chez la drosophile. Et alors, les exemples des déterminants qui induisent, c'est le lipopolysaccharide, peptidoglycan et glucan, je l'ai dit. Alors, un point qui m'a surpris moi-même, c'est récemment à une conférence de Lindau, Rolf Zinkernagel, qui est un immunologiste distingué de l'immunité adaptative surtout, nous a dit que l'immunité innée était responsable de 95% de notre propre résistance aux infections. J'ignorais que c'était aussi important. C'est en fait, il n'y a que 5% des microbes avec qui nous sommes en contact qui arrivent à dépasser l'immunité innée, et ceux-là, alors, c'est ceux que nous appelons les pathogènes. Parce qu'en général, un microbe n'est pas pathogène, à part que quand il est dans notre sang, il est comme dans un milieu de culture. Il peut se développer parce que c'est un milieu nutritionnel. Voilà pour l'immunité innée. Alors, l'immunité adaptative est apparue, nous avons dit, avec les poissons, il y a 450 millions d'années. Alors, un point important ici, elle est apparue avec les lymphocytes. Donc, les lymphocytes se sont développés au début de l'évolution des poissons. Et dans ces lymphocytes, il y a toute une série de réactions qui sont propres aux lymphocytes. J'en parle dans un instant. Et alors, ce qui est intéressant aussi à rappeler ici, ce sont des choses qui étaient connues depuis quelques dizaines d'années. Il y a eu, au départ de l'évolution des vertébrés, c'est-à-dire poissons, reptiles, oiseaux, mammifères, il y a eu une duplication, une double duplication du génome. C'est-à-dire le génome s'est à 2 reprises dupliqué. Beaucoup de ceci a été reperdu par la suite, mais quand même les vertébrés disposaient d'un bagage génomique immensément plus important que les insectes ou les crustacés. Et c'est ce qui leur a permis de jouer beaucoup plus qu'ont fait les invertébrés. Alors, donc, c'est dans les lymphocytes, le seul BT, que sont présents sur les lymphocytes les millions de récepteurs, ceci à la suite de réarrangement de fragments de gènes. Le mécanisme est très bien connu, donc ce n'est pas le moment ici d'en parler, simplement je rappelle. Donc là, chacun d'entre nous fait des millions de récepteurs de lymphocytes B et T, alors que nous ne faisons qu'une douzaine de récepteurs TLR. Et ensuite, certains de ces lymphocytes, c'est un point essentiel, évoluent en cellules mémoire après une infection, c'est-à-dire, c'est ça la base de la vaccination. Là, à nouveau, leur façon d'évoluer, ce qu'on appelle l'expansion clonale, c'est très bien connu, ce n'est pas ce soir le moment de perdre notre temps là-dessus, ce n'est pas des travaux d'ici, mais c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Donc, la vaccination n'est possible que chez les animaux qui ont des lymphocytes et qui ont ces nombreux récepteurs. Et alors, je rappelle que l'immunité adaptative, pour être vraiment fonctionnelle, requiert l'immunité innée, qui a donc une double fonction. La première barrière de défense, qui dans 95% des agressions microbiennes est suffisante, et ensuite l'activation de la réponse adaptative. Alors, j'en viens à la partie la plus agréable, le remerciement des personnes qui ont travaillé avec nous. Alors, c'est évidemment, comme l'a dit Alain Béret, c'est une histoire de laboratoire. Nous avons, donc, depuis l'époque de M. Joly, nous avons
vécu, survécu, grandi. C'est un laboratoire qui existe actuellement sous la direction de Jean-Marc Reichart, et avec une cinquantaine de personnes à l'IBMC. Danielle Hoffman était ma première collaboratrice, et toujours mon épouse. Et Charles Etru avait encore été recruté par M. Joly, un chimiste qui a longtemps travaillé aussi chez Guy Ourisson. Jean-Marc Reichart en biologie de développement. Jean-Luc Dimarc, qui est actuellement à l'IHU avec Jacques Maresco, a été vraiment un des éléments les plus dynamiques dans la partie biologie cellulaire, immunité de la drosophile au début. Marie Meister, aussi une Strasbourgeoise, qui est actuellement au musée ici à Strasbourg, boulevard de la Victoire, a travaillé beaucoup sur les cellules sanguines. Bruno Lemaître était le premier généticien de notre laboratoire. Il est venu tout frais de Paris, où il avait fait sa thèse avec Anso Labert, et il a fait vraiment de très très belles choses dans l'affaire des TOL, des récepteurs TOL, chez la drosophile. Dominique Ferrandon avait fait sa thèse avec Mme Nusslein-Follard, que je vous ai montré tout à l'heure. Il est revenu de là au laboratoire, et lui et Julien Royer sont des généticiens de drosophiles purs et durs, comme les Bruno Lemaître, et ils ont beaucoup travaillé sur les récepteurs de peptoglycans, bêta-glucanes, etc. Et Dominique Ferrandon fait de très belles choses au laboratoire. Il est toujours avec nous, fait de très belles choses sur la résilience et la défense du tube digestif. Philippe Bullet, lui, est venu de Lille et il a travaillé également sur l'isolement des peptides antimicrobiens, leur caractérisation. Et last but not least, Jean-Luc Himmler développe les travaux sur les virus. Et il a une très belle équipe dans notre laboratoire travaillant sur les virus, et ça mériterait un séminaire entier. Ils ont trouvé de très belles choses là. Et Lena Levachina travaille sur les réactions de l'anophèle contre Plasmodium, le parasite du paludisme. Et Lena est actuellement pour 4 ans ou 1 an encore, elle est à l'Institut Max Planck à Berlin où elle est professeure. Mais il est prévu qu'elle revienne au laboratoire. Alors, je vous montre les 2 autres événements du laboratoire. Il y a le moustique tigre ici, transmetteur de la DAC, et nous investissons. Vous savez, les moustiques actuellement sont à nouveau un problème avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Il y a distribution des espèces qu'ils habitent, et notamment le moustique tigre est un grand problème. Et pour étudier toutes ces questions, Jean-Luc Himmler, Elena Levachina et leurs collaborateurs avaient besoin d'un nouvel insectarium. Et grâce aux efforts surhumains de notre président Beretz, vous voyez maintenant, je peux vous montrer ici l'insectarium tel qu'il sera dans 3 ans, 4 ans, mais l'argent est là, tout est signé et nous allons avoir l'un des plus beaux insectariats de France et d'Europe. Voilà, je vous remercie pour votre attention.